Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes le jeudi 6 juin 2024. Nous allons commencer tout de suite par faire le point sur ce qui vous attend d'ici cette demi-heure. Les apiculteurs inquiets, oui, parce que les pluies abondantes de ces derniers mois ont un impact sur la production de miel des abeilles, les empêchant de sortir de la ruche pour butiner. Reportage à la Genétouse et Saint-Laurent-de-la-Salle. De cet appel à candidature pour les assemblées citoyennes et participative à Fontenay-le-Comte. Les européennes aussi qui approchent. Les Français se rendront aux urnes dimanche. Nous verrons tout ce qu'il faut savoir dans votre journal. Nous irons aussi à Némy, où la propriétaire d'une ferme ouvre ses portes au public à des fins pédagogiques. L'objectif, partager son savoir autour des animaux et des plantes, aux petits comme aux grands, pour qu'ils reproduisent chez eux les bons gestes pour l'environnement. Il y a le journal de la New York Vendée, les sables qui arrivent, la pastille environnement avec Bienvenue au jardin, et le best-of du prochain Mageco. Le jeu de la semaine avec un tout nouvel indice à la question. Nous offrons à deux d'entre vous, 2 entrées donc pour le parc Le Zoo des Sables, un parc à découvrir en famille ou entre amis. Mais avant de développer toutes ces grandes lignes, regardons ensemble les prévisions météo du jour. Et ça commence plutôt bien, puisque le soleil est avec nous dès ce début de journée. Malgré quelques nuages ici ou là, les éclaircies dominent dans l'ensemble. Concernant les températures, eh bien on est entre 12 et 13 degrés. Cet après-midi, même chose, c'est toute la Vendée qui profitera d'un temps plutôt ensoleillé, malgré, là encore, quelques nuages ici ou là. Et pour ce qui est du thermomètre, au meilleur de la journée, nous irons entre 20 et 22 degrés. C'est quand même plutôt agréable. Les marées maintenant, avec une basse mer prévue en toute fin de matinée à 11h11 précise, 23h40 ce soir ensuite, et puis la pleine mer ce sera en début de soirée pour 17h32, coefficient de marée 85 à 86. Venons-en à la carte des marchés maintenant. Et il y en a un peu partout le jeudi en Vendée, tout est plutôt bien réparti. Là encore, on peut aller dans le nord-ouest à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est, il y a Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, vous le voyez, il y a le choix, les Sables d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 6 juin 2024 et le 6 juin, nous souhaitons une bonne fête aux Norbert et Claudie. C'est la journée mondiale de la maladie de Verneuil. Elle est totalement inconnue du grand public et difficilement détectée par les médecins généralistes. Lancée en 2015, c'est aussi celle de la mini-jupe. Bon, ça ne concerne pas vraiment la Vendée, mais c'est à noter tout de même. 6 juin 1944, 6 juin 2024, la Normandie célèbre et commémore le 80e anniversaire du débarquement. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil se couchera ce soir en Vendée pour 21h56. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. C'est parti pour le journal. Le mauvais temps du printemps impacte la production de miel des apiculteurs vendéens. Les fortes pluies et les températures sont très justes pour la saison. Elles ont empêché les abeilles de sortir de la ruche pour butiner, les menaçant de mourir de faim. Ces dernières n'en ont presque pas produit et n'en produiront plus. Les professionnels sont inquiets pour l'avenir de leur filière. C'est ce que nous constatons dans ce sujet de Mathis Pires à la Genétouse et Saint-Laurent-de-la-Salle. Pas une seule goutte de miel dans ces ruches et une production qui tourne au ralenti. Les pluies à répétition des derniers mois n'ont pas permis aux abeilles d'aller butiner. Donc là, typiquement, il devrait y avoir plein d'abeilles et ça devrait être, c'est un cadre là, il pèse 300 grammes, il devrait peser plus d'1 kilo, ça devrait être rempli de miel, quoi. Et là, il n'y a rien, absolument rien. Des ruches sèches et des alvéoles dépourvues de miel. Certaines colonies sont même au bord de la famine. Là, c'est catastrophique. Elles n'ont rien à manger. Là, c'est grand temps d'intervenir. Il n'y a absolument rien à manger ici. Jean-Marc et sa femme doivent alors nourrir les abeilles d'urgence. Une première en 8 ans de métier. Donc, s'il n'y a pas de miel, s'il n'y a pas de nectar, s'il n'y a pas de fleurs qui donnent de nectar, il n'y a pas de miel. Et donc, elles peuvent mourir de faim. Et là, typiquement, cette ruche-là, il faut absolument qu'on la nourrisse aujourd'hui. Mais au printemps, on n'a jamais distribué de sirop. Des conséquences encore plus visibles ici, dans la réserve de l'apiculteur. Ces stocks sont pratiquement vides.
Ça représente la première récolte de cette année. En principe, on devrait avoir des seaux jusque-là sur toute la surface. Donc ça représente entre 10, 12 et 15% de ce qu'on a récolté l'année dernière. Pour pallier aux ruches mortes de cet hiver, cette pouponnière crée de nouvelles colonies. Donc ça, c'est une colonie qui va remplacer les pertes de l'hiver 2023. Et cette année, ces commandes ont terriblement augmenté, une situation exceptionnelle pour la filière. Il est clair que si la deuxième partie, parce que là on est sur la première moitié de la saison, si la deuxième moitié est aussi mauvaise, ça peut avoir des conséquences économiques graves pour les professionnels qui vivent de ce métier, puisqu'ils n'auront pas de récolte. Donc ça, c'est effectivement très inquiétant. Si les cas de mortalité chez les abeilles pollinisatrices venaient à se multiplier, c'est toutes les filières agricoles qui pâtiront. Et une problématique qui n'est pas propre à la Vendée, toutes les exploitations de France y sont touchées. Un appel à candidature pour les assemblées citoyennes et participatives à Fontenay-le-Comte déjà en place. Depuis 4 ans, la ville renouvelle l'expérience avec plusieurs rendez-vous pour multiplier les possibilités d'agir. Le plus souvent, ce sont des temps conviviaux, ludiques, où la voix de chaque habitant est écoutée. La démocratie de proximité sur Fontenay-le-Comte et sur la ville s'inscrit principalement sur 3 assemblées. Les correspondants de quartier, habitants d'un quartier qui souhaitent être le relais entre la collectivité et l'état d'esprit de leur quartier et sur des projets avec leurs voisins ou les habitants de leur quartier. Le Conseil des sages, donc comme le dit son nom, des citoyens qui auraient plus de 55 ans et plus, qui voudraient rejoindre cette assemblée pour travailler sur des réflexions. Et puis le 3e, c'est les conseils des mobilités douces. Ça a pris une place importante dans la collectivité, dans notre cité, la place du vélo, la place de la mobilité, mais du déplacement au sens large dans la ville. Et pour participer, il faut être fontenaisien ou fontenaisienne. Un formulaire est d'ailleurs disponible en ligne sur participer.ecocollectivité Fontenay-le-Comte. Nous sommes à 3 jours des élections européennes. Dimanche, les Français se rendront aux urnes. Les députés européens sont élus au suffrage universel direct à un tour. 38 listes sont représentées, mais il y a quelques subtilités, quelques détails bons à connaître avant cette date du 9 juin. Tout ce qu'il faut savoir en 1 minute 30 avec notre journaliste Simon Filippo. En France, ce sont 81 députés qui vont être élus pour 5 ans et qui siégeront au Parlement européen à Strasbourg. Avec 81 eurodéputés, la France est la 2e nation la plus représentée, juste derrière l'Allemagne. Alors comment fonctionne cette élection ? Je vous préviens, il faut s'accrocher. Le fonctionnement ressemble un peu au municipal ou encore au départemental. Nous votons pour des listes au suffrage universel direct. Toutes les listes qui obtiennent plus de 5% des suffrages sont qualifiées et se partagent donc les 81 sièges français à la proportionnelle. En d'autres termes, plus une liste fait un score important, plus elle aura de sièges. Les élus, eux, sont déterminés en fonction de leur position dans leur liste. Plus un candidat est proche de la tête de liste, plus il a de chances de devenir député européen. En France, il y a 38 listes, ce qui veut dire que vous aurez à choisir parmi 38 bulletins de vote le 9 juin prochain. Mais dans le débat, il s'articule surtout autour de 6 listes représentant les principaux partis, que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Alors attention, ça va se compliquer encore plus car chaque liste est rattachée à un groupe européen au sein du Parlement, des groupes qui ne portent pas le même nom que les partis nationaux, mais dans lequel chacun partage des programmes, des idées et des politiques communes. Enfin, une fois que les eurodéputés sont en place, ils vont devoir choisir leur président. Une élection à la majorité absolue qui permet en général au groupe ayant le plus d'eurodéputés d'obtenir la présidence. Et d'ailleurs, savez-vous qui est actuellement la présidente du Parlement européen ? Début des démolitions de l'ancien cinéma des Herbiers pour être à terme remplacé par une médiathèque différente de d'habitude. C'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. L'objectif est de moderniser son image où l'on y va seulement pour aller chercher des livres. Une mini-cafétéria sera installée, un espace numérique ainsi qu'un petit salon. La pose de la première pierre en octobre et la fin des travaux prévus donc fin d'été 2025. L'objectif est simple. Permettre à tous les habitants du pays des Herbiers d'avoir un service de qualité, un projet ambitieux.
Demain, on souhaite que ça soit comme un tiers-lieu, c'est un mot un petit peu à la mode, mais dire, en tout cas un lieu où on peut être accueilli de 0 à 100 ans, parce qu'on dit souvent 7 à 77 ans, mais il faut penser que dès le plus jeune âge, il y a des bébés lecteurs qui sont reçus dans nos bibliothèques. On n'est pas que sur de la lecture, d'aller emprunter un ouvrage, on est vraiment sur un lieu de vie, un lieu aussi où on peut faire sa pause méridienne, on pourra aller y déjeuner, aller y prendre un café, on pourra à la fois utiliser les salons de lecture, il y aura tout type de lieux d'accueil et aussi à la fois intérieur et extérieur. Donc on sera vraiment sur un lieu de vie. Colette Plissono est animatrice pédagogique. Elle a créé un projet associatif autour de sa ferme familiale en 2016. Puis en mars 2019, elle a ouvert sa ferme au public. L'objectif, partager son savoir autour des animaux et des plantes, aux petits comme aux grands, pour qu'ils reproduisent chez eux les bons gestes pour l'environnement. Fin 2023, la ferme a traversé une phase compliquée sur le plan économique. L'association a donc lancé une campagne de dons. Aujourd'hui, ça va mieux, la situation est redevenue stable et les activités pédagogiques peuvent donc continuer tranquillement. Sujet de Kim Bastard du côté de Némy. Des poules, des chèvres, des poneys ou encore des oies. Depuis 2019, Colette Plissono ouvre sa ferme au public à des fins pédagogiques. Un cochon asiatique, voilà, et c'est Peggy. Nos animations sont toujours pédagogiques. On ne veut pas tomber dans les animations de consommation. Le but, c'est vraiment cette transmission de connaissances et avec un esprit d'évolution par rapport au changement climatique. Aujourd'hui, elle reçoit une classe de CM1 qui a travaillé sur l'alimentation tout au long de l'année. Cette journée à la ferme vient clôturer leur programme. J'ai beaucoup apprécié de voir comment ça fonctionne, tout ce qui se passe avant d'arriver dans notre assiette. On a mis nos mains dans l'eau pour essayer de prendre des sortes d'algues. Là-bas, il y avait des jeux et tout, et j'ai bien aimé. Des classes de primaire, des familles, tout le monde est le bienvenu à la ferme pour découvrir les enseignements de Colette. En plus de transmettre son savoir aux visiteurs, elle est un professeur important pour ses nombreux stagiaires. À la ferme, on apprend à revivre en harmonie avec la nature, sans que ce soit forcé ou quoi que ce soit, mais de façon très simple. On réapprend les bases, les choses simples qu'on ne s'apprend pas forcément à l'école. Aussi enrichissante soit-elle, la ferme pédagogique de la Jarrie a été confrontée à des périodes plus difficiles. La fin d'année dernière a été très pluvieuse et l'été, avec des journées caniculaires, au mauvais moment. Donc on a eu effectivement une stagnation, on va dire, au niveau du public. Et l'automne étant déjà très pluvieux, on a des classes qui n'ont pas pu venir, en plus il commençait à faire froid. Donc on avait donc moins de recettes par rapport aux dépenses qui sont toujours engagées. Grâce à sa campagne de dons, mais aussi avec le soutien moral de ses voisins agriculteurs, l'association s'est relevée. Depuis le début de l'année, Colette reçoit de plus en plus de visiteurs, et la ferme a retrouvé un équilibre économique. Et puis c'est un rendez-vous incontournable pour les amoureux de nature, de cerf-volant et de belles rencontres aussi. Le festival à tout vent est l'un des plus grands de l'ouest de la France. Il lance la saison estivale de ce territoire touristique dynamique à Notre-Dame-de-Mont. L'édition 2024 qui aura lieu du 28 au 30 juin sera consacrée au mouvement. Ballets de pilotables, valses de structures géantes, installations lumineuses, activités nautiques. Petits et grands devraient y trouver leur compte lors de cette 21e édition. On invite plus de 120 cervolistes venus du monde entier. C'est un festival qui existe depuis plus de 21 ans, donc on fête les 21 ans cette année. Et donc on a plein d'animations autour du cerf-volant, à la fois des ateliers, donc le public peut à la fois s'essayer à fabriquer son propre cerf-volant, mais surtout ce qui est superbe vraiment, c'est de pouvoir découvrir tous les cervolistes, des cerfs-volants différents, que ce soit des balais, mais aussi des gros cerfs-volants qui représentent des structures. Vraiment, tout type de cerfs-volants seront présents les 28, 29 et 30 juin à Notre-Dame-de-Mont. 70 000 spectateurs sont attendus cette année. Voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Je vous propose maintenant de jeter un œil vers les prévisions météo détaillées du jour. Et ça commence plutôt bien avec du soleil pour tout le monde, même s'il y aura des nuages ici ou là. Mais je vous rassure, rien de bien méchant. Concernant le mercure, il affiche 11 degrés à la Châtaigneraie, Montaigu-Vendée, 12 pour Salers-Thaine, Saint-Jean-de-Mont et La Roche-sur-Yon, 13 pour Fontenay-le-Comte, l'Aiguillon-la-Presqu'île, les Sables d'Olonne et jusqu'à 14 pour Noirmoutier. Cet après-midi,
Même chose, c'est toute la Vendée qui profitera d'un temps ensoleillé. Il y aura toujours quelques rares nuages. Côté température, il fera entre 20 et 22 degrés. C'est plutôt agréable. Alors demain, vendredi, il fera encore beau sur l'ensemble de la Vendée. Il y aura peut-être un tout petit peu de vent dans le nord-ouest du département. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Il y aura dans quelques instants la PACI Environnement avec Bienvenue au Jardin. On va prendre la direction de Venanceau. L'extrait de ce jeudi, c'est le best-of du Mageco. Il y aura également le jeu avec l'avant-dernier indice. Mais avant, c'est le moment de passer au journal de la New York Vendée-les-Sables. Nous nous approchons de l'arrivée des vainqueurs. Nous faisons le point sur les dernières infos de cette course qualificative au Vendée Globe. Petit plaisir du matin. Le lever de soleil en pleine zone de transition là. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'air. C'est calme. Pour l'arrière de la flotte, ce 7e jour de course ressemble effectivement à une transition. Maxime Sorel, Yannick Bestaven et Romain Attanasio peinent toujours à s'extraire de la zone de molle. Moi, la bonne nouvelle de la journée, c'est ce qu'il y a derrière moi là. Voilà, la belle grand voile enfin réparée. J'y ai passé quelques heures cet après-midi pour la réparer. C'est-à-dire qu'avec les bouts de latte qui me restaient, je suis arrivé à faire de latte entière. Donc c'est pas mal parce qu'elle reprend en forme. Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer réalisent la jonction avec les 12 skippers plus au nord, toujours menés par James Arreida et Violette d'Orange. Un groupe parmi lequel figure Nicolas Lundven sur Holcim PRB en 13e position. Soit j'arrive à me glisser tant bien que mal sous l'anticyclone, à faire finalement un petit peu la route que fait Massif, que fait Charlie Dalin, mais en étant derrière, ce sera un peu plus compliqué parce que l'anticyclone aura gonflé et aura pris toute sa place sur l'Atlantique Nord, donc il n'y aura pas beaucoup de vent. Et si j'arrive pas à faire ça, faut attendre qu'il se décale doucement vers l'Europe et le suivre derrière, en fait être derrière lui et suivre sa progression. Donc ce sera forcément plus lent comme ça. Donc j'espère que la première solution va marcher, mais c'est loin d'être gagné. Et puis en faisant une route plus rectiligne, ça laisse la possibilité, si jamais il y a une opportunité météo qui se profile ailleurs, de pouvoir la saisir. Alors qu'une fois que tu es parti là-haut dans le nord, c'est pas pour redescendre dans le sud après. Plus au sud, les conditions s'accélèrent pour les 9 skippers qui ont choisi de contourner les Açores par leur sud. 20 nœuds de moyenne à l'approche d'une dépression qui pousse les IMOCA vers l'est. Une option sud loin d'être le premier choix pour Sébastien Simon sur Groupe du Breuil. Si j'avais pu éviter, ça aurait été avec plaisir, mais c'est le vent qui m'a emmené là. Et vraiment, j'ai pas eu le choix, donc je fais avec ce que j'ai et c'est ce qui m'a un peu piégé ce matin. En fait, le vent m'a emmené dans le sud et je suis passé sous un nuage et ça m'a complètement arrêté. J'avoue que c'est un peu bourrin, j'ai fait de manger en même temps, mais c'est un peu brutal quand même. J'aime mieux quand c'est plus calme. On risque de passer par son centre pour aller essayer de passer devant et revirer pour bénéficier d'un meilleur angle, mais bon, tout ça au près, dans l'ensemble. Et après, ce sera que du près avec un cap mystère comme on le connaît, là, avec un vent de nord-est très fort et un golfe de Gascogne au près dans des conditions un peu plus clémentes. Donc après, ça va être une longue course au près et le bateau risque de taper un peu. Pour les deux solitaires, plus solitaires que jamais, les situations divergent. Au 54e parallèle nord, l'allure est bien moindre pour Boris Herman. Le skipper de Malaysia Sea Explorer qui a choisi de contourner l'anticyclone par le nord navigue actuellement avec une moyenne de 6 nœuds sur les dernières 24 heures. Le leader Charlie Dalin reste loin devant et a déjà englouti près des 2 tiers du parcours. Au classement, le skipper de Massif Prévoyance pourrait arriver au Sable d'Olonne samedi soir au plus tôt, selon les dernières estimations. Les écarts se resserrent entre les sudistes et Boris Herman. Le skipper allemand est désormais devancé par Jérémy Bayou, Thomas Ruyant, Sam Goodchild et Sébastien Simon. Pour le reste du peloton qui navigue sur une route médiane dans le sillage de Charlie Dalin, 2 grandes options se présentent, passer au sud de l'anticyclone ou attendre que ce dernier se décale vers l'Europe avant de suivre sa progression. Le journal de la New York Vendée-les-Sables donc à retrouver dans la matinale sur TV Vendée, mais également sur notre site internet donc pour tout savoir de cette course qualificative au Vendée Globe. Allez, c'est parti, on passe à la PACI Environnement maintenant. Nous allons à Venanceau, une commune rurale où se situe le jardin du Loriot. Rencontre avec Monique Chaplin, la propriétaire, à suivre juste avant Le Jardin et moi.
Madame Chaplin, donc c'est drôle parce que finalement on parle de ce jardin anglais, on découvre ce lien avec la Birmanie. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler aujourd'hui d'un jardin anglo-chinois ? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est devenu un jardin anglo-chinois. Vous avez complètement créé un concept. Ah bah absolument, oui, tout à fait. Aujourd'hui, là, à l'instant, on a ce Bouddha sous les yeux. Là, on a fait un petit bout de chemin. On a vu beaucoup de sculptures finalement qui ponctuaient. Donc là, on est sur un voyage en fait, ce jardin du Loriot, au-delà d'être un jardin. C'est aussi une invitation au voyage, au dépaysement. On évoque aussi le Japon, parce que vous avez vu, il y a un torii. Complètement. Oui, et puis nous avons un parcours qui s'appelle le parcours de la princesse Lune, où on raconte le plus vieux conte japonais, le conte du coupeur de bambou. Ah, c'est très intéressant, parce que j'imagine qu'ici viennent des familles aussi. Absolument. Et pour les enfants, c'est très intéressant. Voilà. Oui, et c'est les sensibiliser aussi autrement au jardin, à travers l'histoire et autres. Tout à fait, oui. Vous m'amenez dans un autre endroit, Madame Chaplin. Vous allez me faire découvrir un nouvel endroit du jardin du Loriot. Alors, oui, peut-être le kiosque birman. Eh bien, je vous suis, au contraire même. On y va ? On y va. Avant de continuer avec Madame Chaplin, je vous propose désormais de retrouver notre apprenti du jardin pour la Minute Le Jardin et moi. Aujourd'hui, je vais vous parler des plantes mellifères. Elles attirent abeilles et butineurs. Exemple, le papillon, le bourdon. Les fleurs contiennent du pollen qui permet la nourriture aux insectes et la pollinisation des plantes. Elles sont donc importantes pour la biodiversité et l'écosystème. Dans mon jardin, j'ai une plante très mellifère qui est le bouillon blanc. C'est une bisannuelle. La bisannuelle a un cycle de vie de 2 ans et elle fleurit la 2e année. Le bouillon blanc est une plante spontanée. Elle peut mesurer environ 2 mètres de haut, fleurit jaune tout l'été et elle a besoin d'une exposition au soleil. Je vous invite à mettre en scène des plantes mellifères dans vos jardins. Exemple, la lavande, la bourrache ou le lierre. Bienvenue au jardin qui est à retrouver tous les samedis donc sur TV Vendée. Allez, il est temps de passer à l'extrait maintenant avec le prochain best-of du Mag-Eco. On vous propose aujourd'hui donc ces best-of dernièrement, les différents Mag-Eco qui sont passés dernièrement sur TV Vendée. Nous allons ce matin dans les entreprises L'Alouette et Bétonique. Voici un extrait de ce que vous pouvez retrouver. Mon envie de créer mon activité commençait à prendre beaucoup de place dans ma tête. Vraiment, un matin, je me suis réveillée avec cette idée-là. Mais pourquoi je ne ferais pas de la bière finalement ? Parce que le métier évolue bien. En tout cas, les brasseries qui se sont installées ont l'air de bien fonctionner. Ouais. Ça me paraissait tout à fait dans mes cordes d'un point de vue technique et compétences, même si je savais que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Et j'en apprends tous les jours encore. Ouais. Mais ça me paraissait complètement à ma portée. Et donc, je ne me suis pas posé la question très très longtemps. Et tu t'es lancée. Et voilà, je suis partie sur cette idée-là, sur ce projet-là. Et puis c'était parti, quoi. Je suis aussi sur l'angle du développement durable. Et on évite de produire des déchets, donc notamment on n'utilise pas de scotch plastique, on utilise du scotch papier, on filme pas nos palettes, on les sangle et puis on commercialise en local, donc on n'expédie pas nos palettes à l'autre bout de la France. Dans le métier du béton comme ça, il n'y avait pas beaucoup de femmes quand j'ai commencé, hein. J'étais là pratiquement la seule. Allez, on était peut-être 2 sur la Vendée. Okay. Et maintenant, avec les concurrents ont aussi des femmes et c'est bien qu'il y ait de plus en plus de femmes dans ce métier-là. C'est super. C'est un bon exemple en tout cas. C'est vraiment une activité qui est en pleine extension. Hein. Les blocs béton, on a démarré en avril 2021 avec... on a commencé avec 8 blocs, après on est passé à 12 blocs. Quand tu dis 8 blocs, c'est 8 blocs jour ? C'est 8 moules en fait. Par jour. D'accord. Et là on a eu donc une grosse commande et il a fallu l'honorer. Donc pendant 3 mois ça a été dardard. Du coup on a créé de l'emploi parce qu'on a embauché un intérimaire. Pascal, donc on verra tout à l'heure sur le process. Et un chauffeur qui était à 100% avec eux, donc ils étaient 3 personnes, à couler 54 blocs par jour. Un best-of à retrouver donc aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, c'est parti pour le jeu.
Oui, parce que cette semaine, nous vous offrons avec notre partenaire, le Zoo des Sables, encore une fois, vos entrées pour découvrir son parc, ses animaux. C'est 2 gagnants qui les auront, ces 2 entrées. Mais vous le savez, pour cela, il faut répondre à cette question. La voici. Quel club de football vendéen vient tout juste de fêter ses 70 ans? Nous sommes jeudi, voici donc l'avant-dernier indice. Son président est Jean-Yves Cougnot. Les images peuvent vous aider, en plus de cet indice. Si vous avez la réponse, direction notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance! C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à partir de 7h. Il y aura le journal à suivre à 12h30. Ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.